Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, qui semblait s'apaiser, s'est brutalement envenimé début mai lorsque l'administration américaine accuse Pékin sur certains de ses engagements et relève unilatéralement à 25% ses droits de douane sur 200 milliards de produits importés de Chine et menace désormais de taxer l'intégralité des produits made in China entrant aux États-Unis à l'ordre de 375 milliards de dollars de produits. Pékin a répliqué en taxant 60 milliards de dollars de produits américains importés. Donc, la guerre commerciale entre les États-Unis, entre la première et deuxième puissance économique du monde, continue. Alors, du côté chinois, le porte-parole, les médias ont dit que la porte de négociation est toujours ouverte, mais nous sommes prêts aussi, nous les Chinois, pour nous engager dans cette guerre jusqu'au bout. Alors, apparemment, c'est une escalade. Il est devenu de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile à comprendre. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir un invité exceptionnel, M. Ting Yifan, économiste que vous connaissez bien. C'est la troisième fois qu'il est venu pour nous parler de ce conflit, au début, ce conflit commercial, maintenant de cette guerre commerciale. Alors Ting Yifan est économiste, il connaît bien la Chine, il connaît bien les États-Unis, mais aussi l'Europe, parce qu'il a obtenu son doctorat en économie, en sciences politiques à Bordeaux. L'université, maintenant ça s'appelle tout simplement l'université de Bordeaux. Voilà, c'était l'ENA, non? Non, j'ai fait l'IEP de Bordeaux, avant de faire mon doctorat. Alors, depuis un an, la première fois lorsque vous avez accepté mon invitation pour venir sur ce plateau parler de ce conflit, à l'époque de ces conflits commerciaux, vous avez déjà prédit que les États-Unis vont perdre cette guerre. Alors, aujourd'hui, il y a 6 mois, vous avez répété le même jugement, même analyse. Et aujourd'hui, vous pensez toujours que les États-Unis... Ils vont perdre la guerre commerciale. Alors pourquoi? À coup sûr. Pourquoi Ils vont perdre la guerre commerciale à coup sûr. Parce que, en fait, les économistes américains ont fait, depuis le début de l'année, plusieurs analyses, des rapports, des études sur les effets de cette guerre. Et au moins 2 groupes d'économistes très sérieux ont tiré leur conclusion disant qu'en fait, les États-Unis ont déjà perdu cette guerre commerciale. Un groupe était conduit par des économistes, professeurs en économie de l'université Columbia et de l'université Princeton, donc autour de New York. Un autre groupe est conduit par un ancien économiste en chef de la Banque mondiale, avec un groupe d'économistes de la Société internationale de finance. Mais c'est aussi une société financière qui dépend de la Banque mondiale. Donc, ce sont 2 groupes d'économistes très sérieux qui ont fait des estimations sur les effets de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et leur conclusion est que les États-Unis ont déjà perdu la guerre. Pourquoi? Voilà. Parce que depuis un an, cette élévation de droits de douane a déjà coûté plus de 18 milliards de dollars aux entreprises américaines, plus 20 milliards de charges sur les consommateurs américains. Donc, en tout, ça fait beaucoup de choses. En tout, ça fait beaucoup de choses. Tout récemment, il y a une autre étude faite aussi par un think tank, par une institution de recherche américaine, dit que finalement, actuellement, à peu près, les consommateurs et les entreprises américaines doivent payer à peu près 4,4 milliards de dollars de surcharge
au gouvernement de Trump tous les mois. tous les mois. Donc c'est une dépense énorme pour les entreprises, c'est une charge énorme pour les entreprises. Donc ce n'est pas le gouvernement chinois qui Non, paie. c'est pas la Chine qui paye. En fait, il faut comprendre les mécanismes de dérivation de droits de douane. Mais lorsque le gouvernement américain relève le dos de douane, ce sont les entreprises importatrices qui paient le droit de douane. de droite. Les entreprises importatrices, ce sont bien sûr des entreprises américaines. Des entreprises américaines ont dû importer autant de produits chinois parce que l'année dernière, en un an, l'année dernière, l'exportation vers les États-Unis ont battu le record historique. On a exporté beaucoup plus de choses que d'habitude. Malgré la guerre. Oui, en dépit de l'élévation des droits de douane. Cela veut dire que les entreprises américaines ont dû importer, en dépit de taxes, des produits chinois. Il y a une espèce de rigidité de demande des produits chinois sur le marché américain, qui fait que finalement, en dépit de toutes sortes de taxes, les entreprises américaines sont obligées d'importer de Chine. Il ne faut pas sous-estimer l'interdépendance de l'économie américaine de celle de Chine. Parce que les États-Unis et la Chine font partie d'une même chaîne de production globale. En fait, si on regarde dans le détail, si on regarde le détail des commerces entre la Chine et les États-Unis, à peu près 60% de nos commerces sont composés de produits intermédiaires. Produits intermédiaires. Des produits intermédiaires ou des produits primaires, parce que la Chine importe beaucoup de produits primaires des États-Unis. Le soja, le gaz naturel, le pétrole, etc., ce sont des produits primaires. Mais à part ça, la Chine importe aussi beaucoup de produits intermédiaires, tels que des produits semi-conducteurs, des puces par exemple. Les puces représentent un volume commercial plus important que celui du pétrole, par exemple. Oui. On importe beaucoup de pétrole des États-Unis, mais on en manque encore plus de puces des États-Unis aussi. Les États-Unis aussi. Donc, la Chine et les États-Unis sur la même chaîne de production. Oui. L'un produit A, l'autre produit B, et puis revenir produire C. Si le gouvernement taxe l'importation chinoise vers le marché américain, c'est comme s'il taxe aussi le produit les entreprises américaines. Oui. Les entreprises et les produits américains. En fait, c'est la même chose. C'est pour cela que les entreprises importatrices américaines continuent d'importer des produits de Chine pour satisfaire aux besoins du marché. Mais certains Américains, par exemple, l'un des 6 durs de l'administration Bush, l'administration Trump, le ministre, je ne m'en souviens plus son nom, le négociateur. Voilà. Lui, il a dit, justement, le but, c'est que l'importateur américain doit tourner les yeux vers d'autres pays, comme Vietnam, comme l'Inde, etc. Comme le Mexique. Comme le Mexique, voilà. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. En fait, à plusieurs reprises, est-ce que ces pays peuvent remplacer la Chine, justement? Je pense que l'idée est très intelligente, en fait. Ce n'est pas n'importe quoi. Lighthizer, donc le négociateur du commerce, et Peter Navarro. Peter Navarro est ce qu'on appelle le président du comité du commerce ou des affaires commerciales, etc. Un poste que Donald Trump avait créé lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Donc il avait créé ce poste spécialement pour quelqu'un qui est radicalement anti-chinois dans les affaires commerciales. Navarro avait écrit un livre oui, tué par la Chine. Oui, Death by China, donc la mort par la Chine. C'est quelqu'un dont la rancune contre la Chine est remarquable dans son livre. Et c'est quelqu'un, oui, qui haït la Chine dans les eaux. Oui, mais n'importe.
Bon. Il comprend que les entreprises américaines sont en train de souffrir de cette guerre commerciale, mais il pense que les États-Unis peuvent ébranler la Chine, même renverser le régime politique chinois par cette guerre commerciale. C'est de pure fantaisie, c'est une illusion, mais il y croit. Ces personnes y croient. Donc, en dépit de la revendication de la plupart des entreprises américaines, parce que aux États-Unis, vous avez des associations, des manufacturiers, des associations des entreprises manufacturières, des associations des entreprises importatrices, etc., etc. Ces associations sont allées protester contre ces négociateurs, contre à la Maison-Blanche, contre Navarro, etc., etc. Mais Navarro disait qu'il faut faire un peu de sacrifice pour détruire. C'est les entreprises américaines et les consommateurs. Pour détruire la Chine, il faut faire un peu de sacrifice. Mais en plus, il leur explique que si vous voulez bénéficier de l'exemption de taxes, etc., il suffit de déplacer votre commande ou déplacer votre production de Chine vers le Vietnam ou vers le Mexique ou vers d'autres pays. Mais en fait, jusqu'à maintenant, aucun pays en développement ne possède la complexité de la capacité industrielle que la Chine. Ce que la Chine peut faire, eux, ils n'arrivent pas encore. Parce que la Chine, selon les statistiques, selon les estimations des Nations Unies, est le seul pays, n'est pas le seul pays en développement, mais le seul pays à disposer des capacités de production industrielle aussi complètes. Ils ont une diversification, ils ont une distinction de la production industrielle en plus de 47 catégories, en plus de 2000 articles de produits industriels, etc. Seule la Chine dispose de la panoplie complète de la production industrielle. Donc, trouver un autre pays pour remplacer la Chine, dans nos jours, pour une production industrielle aussi complexe, ce n'est pas facile. Mais sur la haute technologie, la Chine est encore en retard par rapport aux États-Unis. Vous avez dit l'autre jour que cette guerre commerciale, en fait, est une guerre de haute technologie. Mais d'une certaine manière, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis commencent à interdire les entreprises américaines de vendre leurs produits en Chine. Ce n'est pas tout à fait complet. Mais ils commencent à faire ça. Ils ont essayé avec une société chinoise, ZTE, ils vont essayer de faire ça avec Huawei. J'entends dire qu'un sénateur américain est en train de faire une proposition au Sénat américain pour transformer ce projet en loi. Si ce projet est adopté, eh bien, les entreprises américaines seraient complètement interdites de vendre leurs produits semi-conducteurs à la Chine. Cela veut dire qu'un gouvernement qui prétend être une discipline de l'économie de marché va complètement dicter le marché, va interdire les entreprises d'agir selon l'offre et la demande, selon les lois de marché. C'est ça. Et en fait, les Américains ont décidé de faire cela, mais ils ont oublié que la Chine a fait ses préparations. Depuis le temps, Huawei, en particulier cette société chinoise, a tout préparé. La Huawei a préparé. Huawei n'a pas cru à cette logique du libéralisme économique. C'est-à-dire qu'il faudrait agir, il faut développer ses avantages comparés. Et si vous n'êtes pas très fort en production des semi-conducteurs, ils vont reproduire d'autres choses, etc., etc. Donc Huawei a investi depuis un certain temps pour produire toutes les pièces dont elle aura besoin pour la construction de son système de télécommunication partout. Et puis en plus, elle a fait des alliances
Elle a fait des alliances avec les sociétés européennes, avec les sociétés japonaises, avec les sociétés, etc., etc., pour essayer de se préparer contre une telle éventualité. Donc, ils n'ont qu'à essayer. Parce que le résultat, ce serait que les entreprises américaines seraient complètement privées du marché chinois. Ils seraient complètement exclus du marché chinois, alors que les autres entreprises veulent tous affluer vers le marché chinois, parce que c'est le plus grand marché du monde. Le marché Actuellement, chinois... ce n'est pas encore le plus grand marché du monde, c'est encore les États-Unis, non? Non. La Chine a dépassé les États-Unis comme le plus grand marché de consommation, même pour les produits de détail, etc., il y a 2 ans. Mais en termes d'utilisation de puces des producteurs semi-conducteurs, la Chine est beaucoup plus grand que les États-Unis. Le marché chinois représente à peu près 65 à 70% du marché mondial. C'est-à-dire, à part la Chine, il n'y aurait plus tellement de demandes. Eh bien, si Huawei a fait ses préparations, eh bien, ce sont des entreprises chinoises, des entreprises européennes, des entreprises coréennes, etc., qui vont profiter aussi. Je me rappelle que vous avez dit, en fait, les États-Unis, seule hyperpuissance mondiale, a toujours peur qu'un autre pays peut le rattraper. Une sorte de, comment dirais-je, Thucydide trappe. C'est ça, hein? Oui, le piège Thucydide, oui. Oui, voilà, le piège Thucydide. En fait, oui, c'était le Japon, après c'était l'Union soviétique, c'était l'Union européenne, et maintenant c'est autour de la Chine, alors. Oui. Mais ils ont fait ça une réalité. C'était une fiction. En fait, ce qu'appelle le piège Thucydide était, parce que Thucydide, c'était le nom d'un historien grec qui a fait un livre sur la guerre péloponnèse. Oui, c'est-à-dire... oui, parce que dans l'ancien temps, en Grèce antique, il y a eu une guerre civile qui a duré à peu près 60 ans. Oui. À l'époque, une guerre a duré 60 à 70 ans entre les différentes cités de la Grèce antique. D'un côté, c'était une coalition conduite par Athènes, d'un autre côté, une autre coalition conduite par Sparta. C'est ça. Et puis, finalement, dans cette guerre, la guerre a été provoquée par, dirait Thucydide, donc historien grec, était provoquée par la peur de Sparta, de la montée de la Grèce, de l'Athènes. De l'Athènes. Est-ce que c'est le cas actuellement? Les États-Unis ont peur. Les États-Unis ont peur de la montée en puissance de la Chine, en particulier de la montée en puissance des entreprises chinoises dans le domaine de la télécommunication. C'est pour ça que le gouvernement Trump pour la 5e génération a mobilisé les efforts de tous les pays. C'est du jamais vu dans l'histoire. Jamais le gouvernement a mobilisé toutes ses forces contre une société étrangère. Privée d'ailleurs. Une société étrangère, privée, etc. Huawei, c'est une société étrangère, chinoise, privée, etc. Et le gouvernement américain n'hésite pas de faire tous les efforts pour persuader ses alliés de ne pas utiliser les produits de Huawei. Oui, ils ont même arrêté la fille de PDG de Huawei par Canada. Oui. Bon, alors, si c'était comme ça, si c'était dans ce contexte, certains disent quand même que le moment n'est pas très bon pour la Chine parce que la croissance chinoise ralentit. Certains estiment même que l'économie américaine enregistre un solide de rebond et c'est le meilleur depuis une dizaine d'années. Donc, cette guerre commerciale est profitable pour les États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Oh non, c'est une pure illusion. D'abord, il y a un problème. Pure illusion. C'est une pure illusion parce qu'il y a des problèmes de statistiques. Le statistique, c'est que le taux de croissance PIB
aux États-Unis est calculé semestre par semestre. Puis, donc, nominalement, vous avez un taux de change, vous avez un taux de croissance aux États-Unis supérieur à 2%, quelquefois 3%, etc., etc. Mais en fait, si vous regardez le résultat, depuis 2008, l'année de la crise, en 2018, il y a 10 ans, 18 à 18. oui, en 2008 à 2018, en 10 ans, en tout, le PIB des États-Unis a grossi, donc c'est accru, à peu près de 10%. De 10%. Mais tous les ans, vous entendez, le taux de croissance aux États-Unis est supérieur à 3%, etc. Donc, les deux chiffres ne correspondent pas. C'est pour ça que alors que le calcul du PIB chinois est fait d'année en année. Donc ça, c'est vérifiable. Donc on sait très bien que de 2008 à 2018, en 10 ans, l'économie chinoise a plus que doublé. Plus que doublé. Ça a plus que doublé. Ça se vérifie. Donc, le taux, on sait très bien le taux de croissance en Chine se vérifie. Donc il y a ça, mais il y a aussi le problème de taux de chômage aux États-Unis. Le taux de chômage est très brillant, etc., etc., parce que le taux d'emploi, etc. Mais en fait, oui. Dans les statistiques américaines, ils ne comptent pas ceux qui sont complètement en dehors du marché du travail, c'est-à-dire qui ont abandonné le désir de chercher du travail. C'est-à-dire qu'ils ne demandent plus l'emploi. En tout cas, un chômeur aux États-Unis, lorsque, après 2 ans, ou après 3 ans, il n'arrive plus à trouver un travail, il abandonne. Il abandonne. Et ce n'est plus compté comme chômeur. Donc il est disparu. Il a disparu. C'est drop of labor market. Vous voyez, ce taux-là est très élevé. Ce qui montre que la situation est en train de s'aggraver, surtout sur le marché du travail aux États-Unis. Au lieu de s'améliorer, est en train de s'aggraver. Il suffit de regarder 2 chiffres pour en avoir le cœur net. D'abord, le niveau de consommation énergétique, c'est-à-dire combien d'énergie ils ont consommé. Oui, si on veut produire, il faut avoir de l'énergie. Si on veut consommer, il y a forcément une augmentation de la consommation énergétique. Alors qu'en 2018, 10 ans après la crise, le niveau aujourd'hui de consommation énergétique dans l'économie américaine est inférieur à celui du niveau de la consommation énergétique des États-Unis avant la crise en 2007. C'est-à-dire ça n'a pas augmenté. Ça n'a pas augmenté. Si l'économie a augmenté, il faudrait qu'il y ait une augmentation de l'énergie, de la consommation d'énergie. Il n'y en a pas. Premier indice. Deuxième indice, très important, c'est que le nombre d'employés dans le secteur manufacturier, c'est l'économie réelle. Aujourd'hui, le nombre d'emplois dans le secteur manufacturier est inférieur au niveau de 2007. Vous me direz que c'est parce que les Américains ont fait de prouesses, de progrès technologiques. Ils ont remplacé totalement le travail par le robot industriel. Ce n'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Ce sera demain peut-être, ou après-demain. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vérifient pas l'économie américaine. Mais il y a une chose, la bourse. La bourse a beaucoup augmenté. Oui. Au moment, avant la crise de 2008, à la veille de la crise de 2008, pratiquement tous les économistes disaient qu'il y avait une bulle énorme sur le marché de New York. Oui. À ce moment-là, l'index Dow Jones. L'index Dow Jones était, donc c'est l'index comme le CAC 40 en France. L'index Dow Jones était 14 000 points, à peu près 14 000 points. Donc, puis, la bourse s'est effondrée. La crise est arrivée, on sait très bien, c'était ça. Et aujourd'hui, l'indice Dow Jones
a atteint plus de 28 000 points. 28 000 points. Donc Le c'est double. Le double. Et tout le monde dit que cette fois-ci, la bulle est énorme. Parce que pour que l'indice Dow Jones arrive à 28 000 points, il aurait fallu que l'économie soit devenue beaucoup plus importante. Oui, il fallait Alors, ce n'était pas le cas. Je vous ai cité le niveau de la alors pourquoi le consommation bourse monte énergétique, tellement, etc. D'où vient de l'argent? Oui, mais on sait très bien que la Réserve fédérale avait appliqué pendant des années ce qu'on appelle des mesures monétaires extra généreuses, c'est-à-dire des mesures d'assouplissement quantitatif. Il y a le taux négatif, etc. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monnaie, il y a beaucoup de liquidités sur le marché, etc. Mais les bons jours ont une fin. Et en fait, ça commence à toucher sa fin. Parce que la Réserve fédérale commence à se retirer de ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Et la Réserve fédérale est entrée dans un cycle d'élévation de taux d'intérêt pour arriver à un taux d'intérêt normal. Mais cette année, on a prévu que la Réserve fédérale relève 3 fois le taux d'intérêt, mais elle n'a rien fait. Elle a relevé une fois, puis elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée parce qu'elle se fait des soucis sur l'état de la bourse de New York, sur l'état de l'économie américaine. Alors que le niveau actuel de taux d'intérêt était seulement de 2,5%. C'est encore un niveau très bas. Parce qu'avant la crise, le taux de la Réserve fédérale était 5,75%. Comparé au niveau de taux d'intérêt avant la crise. Il y a encore un long chemin à parcourir. Et même à ce moment-là, la Réserve fédérale n'ose plus relever le taux d'intérêt. Cela montre que finalement l'économie américaine n'était pas tellement solide. Voilà, il y a un point d'interrogation en fait. Oui. Bon, et depuis cette guerre, depuis un an c'est-à-dire, il y a aussi des stratégies américaines qui disent qu'il faut isoler la Chine. En fait, ce n'est pas une seulement guerre commerciale, c'est pratiquement une nouvelle guerre froide. Est-ce que... Oui, une guerre froide, oui. Et le vice-président Pence avait répété c'est un leitmotiv, la guerre froide, etc. Et il est sorti aussi ce mot, la guerre froide, est sorti aussi de la bouche de plusieurs stratégistes dites néoconservateurs. En fait, ma question c'est que, est-ce que la Chine peut être isolée comme l'ancienne Union soviétique? Très très difficile, difficile, parce que, en fait, la Chine est le premier partenaire commercial avec plus de 175 pays du monde. Le premier partenaire commercial de plus de 175 pays du monde. Et les États-Unis? Et les États-Unis sont premier partenaire commercial de 70 pays. Voilà, 76 pays. C'est-à-dire même pas la moitié. Non. Isoler la Chine, c'est pratiquement un rêve irréalisable. Bon. C'est une bonne idée, une idée intelligente, mais difficile à se mettre en pratique. Merci beaucoup, c'est très clair. Je crois que votre analyse est très lucide et très claire. Et j'espère que vos analyses peuvent réveiller certains Américains comme Navarro. Voilà, merci beaucoup Teng Yifan, merci pour votre analyse. Merci aussi à nos chers téléspectateurs français et francophones. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.